cette foi-là que Dieu va, comment dire ça, faire tout pour que la vérité apparaisse aux yeux de tous. Comme il sait qu'il est innocent, il est injustement arrêté. Donc il est serein. Jean-Pierre Bemba est très serein. Donc il vit ce qu'il est en train de vivre comme une épreuve, comme certains chrétiens, certains martyrs chrétiens ont connu des épreuves. Je ne vais pas ici vous commencer à vous raconter l'histoire de Daniel ou de Joseph. Donc c'est des choses qu'il connaît par cœur, les histoires des martyrs qui ont été injustement arrêtés pour la vérité. Donc Jean-Pierre Bemba considère aussi que c'est une victime, mais la vérité éclatera aux yeux de tous. Donc côté moral, pour répondre concrètement à votre question, il est serein. D'ailleurs, je peux peut-être vous confier quelque chose. De temps en temps, il arrive que celui qui est dans la situation que nous savons tous, c'est lui qui nous remonte le moral. Parce qu'il faut dire aussi que nous aussi, on a des moments de lassitude, on a des moments de découragement. On se dit, est-ce que ça vaut la peine? Et c'est lui, justement, qui lui arrive de nous remonter le moral pour vous dire qu'il a un moral d'acier. Non, c'est un autre homme. C'est un autre homme, Jean-Pierre Bemba. L'actuel Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas le Jean-Pierre Bemba que nous avons connu avant. Je crois qu'il a mûri. Il a mûri sur le plan politique. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas mature lorsqu'il était vice-président de la République. C'est un politicien expérimenté. Mais je crois que là, il a appris, il a fait beaucoup d'introspection. Vous savez, quand vous êtes en prison, vous avez le temps de réfléchir sur vous-même. Donc je crois qu'il a fait beaucoup d'introspection, il a compris beaucoup de choses et je pense que le jour où il reviendra, c'est un Jean-Pierre Bemba du 1+4 en mieux. Non, vous savez, c'est mon point de vue personnel, je ne sais pas comment lui réagira, mais le président Mobutu disait quelque chose que j'ai retenu. Je pense que c'est un conseil valable. Mobutu disait ceci: tu ne peux pas être un bon président. Jean-Pierre Bemba a l'ambition de devenir président de la République. Tu ne peux pas être un bon président de la République si tu es rancunier. Voilà, là nous suivions Thomas Louakalo Senjola, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, qui parlait relativement, j'y sais, aux 6 ans que Bemba a passé dans les jours de la CPI. Après Thomas Louakalo, nous prenons M. Mbamba qui peut réagir. Thomas Louakalo disait, malgré les 6 années, M. Mbamba, vous êtes de la société civile, lui il est politique, le MLC est encore là debout. Vous avez la même impression, vous aussi? Merci, monsieur le journaliste. J'ai bien suivi le secrétaire général, mais je note 3 choses. La première chose, c'est que lorsqu'on regarde l'arsenal du personnel politique faisant partie du MLC, on réalise finalement que ce sont des grandes personnalités, ce sont des personnes bien rodées, etc., qui peuvent évoluer, même en dehors de leur leader naturel. Mais à distance, on est un tout petit peu inquiet de ce qui se passe au MLC. Vous savez, j'étais à Bruxelles lorsque le MLC était encore à Guadeloupe et j'avais un ami belge qui a effectué, il était diplomate, il a effectué un déplacement jusqu'à Guadeloupe. Il me dira, Norbert, j'ai trouvé des gens du MLC, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des gens extrêmement intelligents. Et quand vous les écoutez, vous sentez qu'il y a une ossature pour gérer la République. Fantastique. Bon, j'ai beaucoup apprécié sa façon de voir les choses, mais quand j'ai regardé, je suis revenu au pays, j'ai regardé les gens qui faisaient partie du MLC, je me suis dit, ok, ça y est, donc ce que disait mon ami, ce n'était pas de la fausseté. Et tout le monde était d'accord que les choses vont avancer. Et on a vu à travers les réflexions, on a vu même au niveau de l'Assemblée nationale, etc. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas constaté? On a constaté qu'à l'intérieur du MLC, il y a 2 catégories d'intellectuels. Il y en a ceux qui croient à ce qu'il faut, bien qu'intelligents, mais il y en a ceux qui croient, qui font quelque chose sans croire. Ceux qui pensent qu'il faut vivre dans la nouvelle bourgeoisie, sans tenir compte des défis que le pays dispose pour lesquels il faut véritablement éradiquer. Et on a vu dans une sorte de mauvaise gestion des différends à l'intérieur,
les départs d'un personnel qui aurait pu faire quelque chose de plus grande importance. Oui, Jean-Pierre est arrivé, j'ai suivi Thomas dire que c'est une personne complètement changée. Je crois que les 6 ans que les gens sont restés, c'est l'occasion également de prendre conscience que l'union est la force des faibles. Le MLC a suscité l'espérance dans ce pays. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai vu le président interfédéral, je lui ai dit que je suis très content de voir ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Parce que, croyez-moi, lorsqu'on écoutait les discours au Parlement, on sentait, n'est-ce pas, la présence du MLC au travers les analyses techniques, les analyses politiques, économiques, etc. Et ça boostait, ça donnait des enseignements à notre peuple pour accroître la lucidité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il est important que l'on fasse le rappel des troupes. Vous savez, j'ai entendu même le secrétaire général dire il y a des amis qui sont partis. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, monsieur le président. On a besoin de tout le monde. Même des médiocres. Et la capacité managériale, c'est de transformer les médiocres à des bons dirigeants. C'est vrai que devant le coût de billets des banques, ça pose problème, ça c'est évident. On connaît le Congo, ça c'est évident, mais c'est un défi. Ça doit être un défi, une élite de tous les jours, etc. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui... Regardez le travail que vous abattez, mon frère président fédéral. Si dans l'hypothèse que demain, il vous arrive de fois que bon, il y a des machinations, etc., vous partiez. Mais c'est très vite. On ne va pas dire que parce que nous aurons des personnes qui vont venir, et donc celui qui est parti, bon, qu'il parte. C'est pas correct. Et ce n'est pas ça, la bonne gestion des hommes et des femmes. Donc, sincèrement, comme société civile, nous avons toujours pensé que le MLC ferait, n'est-ce pas, un noyau d'ébullition pour la République. Et lorsque on voit l'intandem MLC, UDPS, INC, et on voit la majorité au pouvoir, je vous dis, c'est une très bonne compétition, c'est une très bonne confrontation, et les Congolais peuvent tirer profit. Et ce serait une bonne manière d'être reconnaissant par rapport à Jean-Pierre. J'écoute de temps en temps, et là je termine sincèrement la classe politique. Non, on n'a pas eu l'argent, il ne sait pas distribuer l'argent, etc. Oui, on est dans les standards mercantilistes. Quittons cela, comprenons que le médecin, c'est un mouvement qui regorge des personnes, des femmes, des personnes qui ont un engagement, qui ont une vision et qui s'autodéterminent pour que le Congo change. Et si on va dans ces logiciels-là, je crois que Dieu va annexer sa grâce et on va relever le défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de notre pays. Merci Nourbeya Mbayamba. Directement, on prend le fond du CJC. Le temps va très vite, va jouer contre nous. Maître Jean-Marie Lefele, le fond du dossier aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore, comme JC l'a souligné, parler de la stabilité de Jean-Pierre Bemba au niveau de la CPI? Est-ce qu'il est responsable? Si on nous rapproche aujourd'hui, vous en tant que praticien des droits? Bon, vous savez, quand on a arrêté Jean-Pierre Bemba, j'étais la première personne qui a passé une émission ici avec JC. En tant que président de la coalition des ONG pour la Cour pénale internationale, nous soutenons la Cour pénale, mais ce n'est pas cette Cour pénale-là. Et je voudrais dire aux amis que on dit ceci, lorsque vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Quand vous prenez même l'article de François Soudan, ici à Jeune Afrique, quand il publie ça, il dit, mais les dessous des cartes. Je crois qu'on a le Jeune Afrique là, on peut nous l'amener. Si les gens croient que fondamentalement, parce qu'il y a des accords de coopération entre le Conseil de sécurité et la CPI, et que la CPI est très libre, ils se trompent. Le débat actuel sur la situation en Syrie, vous l'avez tous suivi. Les Occidentaux sont venus avec beaucoup de griefs contre Bachar el-Assad pour dire qu'on veut lancer des mandats pour qu'on ouvre une procédure en Syrie. Vous avez vu les alliés naturels. La Russie et la Chine se sont opposés et on a arrêté. À travers cette confrontation, vous voyez que quelque part, le politique est toujours autour de cela. Et de deux, quand vous prenez même la CP, nous vous disons que c'est une œuvre des ONG des droits de l'homme. Je connais très bien, avec le Tchébé, on s'est battu, on est allé à Genève un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Ligue centrafricaine des droits de l'homme qui avait mené des enquêtes. Et sous le parrainage de la Fédération internationale des droits de l'homme et de Human Rights Watch. Et l'argument de nos camarades de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, l'acharnement sur Bemba, les choses sont allées vite. Ils ont eu le parrainage des jeunes internationaux. Parfois, quand Mende parle là, les gens croient que Mende fait du bruit de balivernes inutiles. Fondamentalement, moi je suis de la famille des ONG.
Mais je sais comment gérer ça. Il y a ce que moi j'appelle l'humanitaire business aussi, qui fonctionne dans le nom des ONG. Parce que comme vous avez ici au sud beaucoup d'ONG avec des dirigeants qui ne travaillent pas. Moi, l'avantage que j'ai, la liberté d'esprit, quand même on est dans la société civile, c'est quoi? Parce que je suis avocat, je suis enseignant et je crois à mon métier d'avocat. Je vis de la profession d'avocat et je suis vraiment sur le terrain, pas les avocats qui prêtent serment mais qui ne travaillent pas. Je peux avoir une autonomie. Tous ces financements-là, quand vous prenez la CPI, même la gestion ici de la presse, de la représentation ici, ça a été catastrophique. On a été avec eux un jour ici avec vous. On présente la CPI ici, même beaucoup d'acteurs comme un bureau de représentation du procureur. C'est faux, c'est une juridiction. Et dans une juridiction, vous avez des juges. Vous avez aussi la défense. Vous avez aussi le greffe. Vous avez aussi le procureur. Donc, le bureau de représentation ici doit traiter l'information de manière égale. Et pour le procureur qui poursuit, et pour la défense. Mais apparemment, le bureau ici, même la communication, Moreno a dit ceci, Bemba a fait ceci. Mais on ne vient pas vers nous. On ne parle pas plus de la défense. Je vais vous donner un exemple. Ils ont trafiqué leur alimentaire, c'était quoi? Il faut arrêter Bemba. Et dans les avocats, la CPI, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les représentants légaux des victimes, où il y a des avocats, et la majorité des Congolais, ils sont là. Les cas de Kilolo et tout, il faut être héros pour être du côté de la défense. Et ils ont beaucoup de fonds et des alliés dans les ONG du Nord, parce qu'au fait, on mobilise l'argent au nom des populations de l'Ituri qui seraient victimes de Tourmal, Banga et autres. On mobilise l'argent au nom des populations centrafricaines. Mais quand on vient, on est dans les salons UP, dans les hôtels, et on donne des miettes, ce que nous appelons la sous-traitance aux ONG locales. Et face à la fin, ils sont prêts à tout. On dit, voilà, Bemba a été vice-président. Bemba est l'enfant d'un riche. Je vous dis de la manière dont on présente Bemba en Occident, quand vous êtes là, on a été à Genève, en Allemagne, un peu partout, c'est l'enfant d'un riche. Son papa a des avions, il avait une première société de communication. Si on prend Bemba, à la fin, s'il est condamné, au moins les victimes centrafricaines vont se retrouver parce qu'en dehors de l'argent que la CPI donne pour les représentants légaux des victimes, il y a l'aspect indemnisation. Or, si on arrête Patassé, si on arrête Bozizé, ils n'ont rien. Et rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On demande d'abord le geler des avoirs de Bemba. Et puis, il y a des gens qui nous ont dit, mais il a une fabuleuse villa à Faro au Portugal. Donc ça, si on vend, on peut désintéresser les victimes et les ONG. Alors, vous voyez quand ça devient du lucre, de l'humanitaire business. Alors que nous nous sommes battus. Moi, je dirige la coalition des ONG pour la Cour pénale internationale. Une Cour pénale internationale qui reconnaît que dans ces statuts, vous savez, la relaxe, l'acquittement, c'est une sanction prévue par la Cour. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont été acquittés. Ça, c'est important. Mais quand ça devient des motivations matérielles, on voit la villa de Faro. On voit que Bemba, c'est le fils d'un riche. Parce que nous sommes dans ces milieux. Et on profite de la pauvreté de beaucoup. Les gens sont trafiqués. On les instrumentalise pour dire, il faut Bemba. Parce que si on prend les autres, lors de la condamnation, on va indemniser avec quoi? Et on se retrouve soi-même là, dans cette histoire, je dis, attention, la CPI, c'est aussi la défense. Moi qui vous parle, je soutiens la CPI, mais dans le respect du droit de la défense. Mais quand ça devient que CPI, le procureur a dit, il faut arrêter, donc quand on vous poursuit, donc vous êtes fautif, ça pose problème et il y a une question d'éthique au niveau des ONG dans la communauté internationale et même au niveau de l'Occident. Et vous devez savoir que les ONG du Nord, pour traiter avec, ils aiment parfois, souvent nous instrumentaliser. À un certain moment, j'ai été en rupture avec beaucoup de nos collègues. Vous verrez une jeune fille de 20 ans, 25 ans, toi tu as 35 ans de barreau, et on vient ici expert de FDH. Et il veut même vous réunir pour dire, on réunit pour les gens de l'Ituri. Nous sommes en train de faire un procès ici, je défends le général Godin, c'est devant la haute cour militaire. 5 ans après, les gens étaient en prison, on dit, procès de l'Ituri, il faut les arrêter. Et on profite de la pauvreté. Merci beaucoup. La pauvreté Merci, des ONG du Sud. Merci. Donc, il y a des problèmes éthiques dans la poursuite. Et puis le procureur aussi lui-même, il n'est pas neutre. Il a le droit de poursuivre, mais s'il se laisse entraîné par certaines ONG de considération purement matérielle. Merci beaucoup. Parce que ça existe, ce sont des problèmes réels. Merci, donc, tout est politique, à mon avis. Il ne faut pas dissocier le politique, mais la justice classique, dire, mais l'indépendance des juges, là, elle existe. Mais les théories, quelque part, ils sont nommés. Nous voudrions avoir la réaction de notre chercheur Désiré Kazadi. Merci, Maître Eley. Merci beaucoup. Ça pose problème. Désiré, vous venez de suivre l'argumentaire de Maître Eley. La question lui était posée de savoir,
Est-ce que Bemba est vraiment responsable? Vous avez suivi son développement jusqu'à chuter, à démontrer qu'effectivement, on ne peut pas dissocier l'influence des politiques sur la gestion des dossiers au niveau de la CPI. Vous, en tant que chercheur, qu'est-ce que vous pensez, et surtout de ce qu'il a appelé l'humanitaire business? Bon, merci bien, Jean-Claude. Bon, je voudrais ici dire que je crois que l'interfédéral de MLC l'a si bien dit que le procureur a été appelé à pouvoir requalifier les charges pour lesquelles il poursuivait Bemba. Parce que, comme vous le savez, Bemba a été poursuivi sur la base de l'article 25 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui parle de la responsabilité pénale de la personne du suspect. Tout à fait. Et il lui a été demandé de requalifier et nous nous sommes déportés sur l'article 28 du statut de Rome qui parle de la responsabilité en tant que chef militaire ou supérieur hiérarchique. Et c'est là toute la question. Lorsque vous lisez ces dispositions, vous allez vous rendre compte qu'il y a bien des questionnements au sujet de M. Bemba qui ne trouvent pas vraiment de réponses à mon sens. Parce que j'ai posé cette question au procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, à l'époque, lorsqu'il est arrivé à Bunia, il m'avait été demandé d'y aller. Lorsque vous lisez l'article 28 du statut de Rome, il est bien dit que la personne poursuivie, en l'espèce Jean-Pierre Bemba, savait ou aurait dû savoir que les crimes qui se commettaient, donc pour lesquels il est poursuivi, eh bien, étaient en train de se commettre et que lui, en tant que chef militaire, n'avait pas pris soin de pouvoir en empêcher la commission. Moi, j'ai posé la question à Ocampo. J'ai dit, mais qui le savait, ces chefs militaires ou supérieurs hiérarchiques, qui devraient arrêter la commission des crimes, supposés avoir été commis en Centrafrique? Est-ce Patassé, qui avait appelé Bemba en renfort, ou c'est Bemba qui était à plus de 2000 km de Bangui, la capitale? Je ne vous donne pas ici la réponse du procureur, en fait. Et j'ai même mené une étude, j'ai même interrogé Maître Hélène, il devra se rappeler, je l'ai suivi jusqu'à son église au chapelle des vainqueurs, rappelez-vous. Et jusqu'aujourd'hui, et parce que même la réponse qui m'a été donnée par le procureur ne m'avait pas convaincu. Parce que si ces chefs militaires qui savaient ou auraient dû savoir que les crimes étaient en train de se commettre, eh bien, ce devait être les commandants des forces armées en présence. Et en l'espèce, c'est Ange-Félix Patassé. Vous avez la FACA qui était sous son contrôle. Vous avez les hommes de Jean-Pierre Bemba qui répondaient de l'état-major centrafricain. Et donc, on aurait dû plutôt arrêter Patassé parce que c'est lui qui répondait directement des troupes qui étaient sur le terrain. Ça, c'est l'argument développé par la défense de Jean-Pierre Bemba. Mais maintenant, les avocats, l'accusation dit ceci, que Bemba savait que ce troupe n'allait pas en promenade de santé à Bangui, okay? Et que ce troupe allait pour contrer une rébellion conduite par, à l'époque, Bozizé. Et moi, j'ai dit, mais lorsque vous lisez entre lignes, c'est l'article 28, le chef militaire ou le chef supérieur hiérarchique, est-ce Bemba ou Patassé? Jusqu'aujourd'hui, la question que j'avais posée à l'accusation n'a jamais eu des réponses qui satisfassent ma soif. Donc il y a ce problème-là. C'est pourquoi j'ai dit, les avocats de Bemba ont là les leviers pour pouvoir démontrer qu'effectivement, s'il y a un chef militaire à poursuivre, parce que c'est Bemba poursuivi sur base de l'article 28, eh bien, ce n'est peut-être pas lui qui était à plus de 2000 km, qu'il y a un chef qui était plus proche. Donc moi je présente les faits tels qu'ils se présentent. Je ne dis pas que Bemba va s'en sortir, mais au regard de faits, sans doute que l'accusation brandira toujours son argumentaire sur Bemba, parce que les gens qui étaient sur le terrain, qui se sont mêlés avec les hommes de Patassé, portaient les labels du MLC, ça c'est vrai, mais toute la question c'est de savoir, mais le chef militaire, c'est qui? Est-ce Patassé ou c'est Bemba? Voilà. Maître a évoqué ici l'humanitaire business. Et vous, dans vos recherches, vous ne sentez pas que cet aspect-là domine aussi le procès Bemba? Bon, moi je ne voudrais pas rentrer dans des analyses de mes amis qui sont autour de moi, mais là vous me renvoyez justement à mon livre que j'ai écrit sur la Cour pénale internationale des États-Unis d'Afrique, approche critique d'une juridiction face à l'hypocrisie des puissances. En fait, c'est comme il a dit, vous verrez que
Vous savez que la Cour pénale internationale a été également portée à bout des bras par les États-Unis, tout au début. Savez-vous que les États-Unis avaient quand même signé les statuts de Rome? Vous le savez. Mais les États-Unis se sont rendus compte que ces citoyens ou les citoyens américains ne pouvaient pas être éligibles devant la Cour. C'est ainsi que les États-Unis ont mis sur pied les accords bilatéraux d'immunité. C'est dans mon livre. Je n'entre pas en détail, mais c'est comme là, si vient d'y mettre Ley. Bon, l'aspect humanitaire business n'apparaît pas dans les instruments qui réglementent la CPI, donc je ne peux pas donner un commentaire maintenant. Voilà. Bien, nous allons donner la... Permettez, maître, vous allez parler, puisque n'a pas beaucoup parlé, nous allons l'écouter. C'est très brièvement. Oui, parce qu'on gagne le temps, puisque vous travaillez très étroitement avec